Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pivot dans le swing de golf et vous montrer les 5 erreurs classiques que je peux observer à chaque fois que je vais sur un parcours ou au practice. Eh bien, la plupart des golfeurs amateurs commettent ces 5 erreurs. Et juste avant de vous les montrer dans un instant, j'aimerais aborder l'importance du pivot. Pourquoi au golf, le pivot est un élément du swing qui est incontournable? Eh bien tout simplement parce qu'on joue des trous qui sont relativement longs. Il est classique de jouer des trous de plus de 300, 400 ou 500 mètres sur des par 5 assez longs. Et donc, on est dans l'obligation de donner suffisamment de vitesse et donc de puissance à nos coups pour atteindre les greens en régulation, pour réussir à faire des bons scores. Donc ça, c'est tout l'enjeu, c'est ça, c'est faire de la distance. Pour ça, on a besoin de faire parcourir à notre club le maximum de distance, donc d'avoir un arc suffisamment ample, et du coup, on va utiliser justement le pivot du corps pour y arriver. Simplement, ce pivot du corps va souvent générer des erreurs, c'est-à-dire que, vous l'avez remarqué, plus vous jouez un club qui est long avec un driver, vous avez besoin de beaucoup d'amplitude, plus c'est souvent difficile à jouer, d'accord? Les longs clubs, les longs fers, les bois de parcours, les drivers, etc. sont beaucoup plus difficiles à jouer que les fers courts. Eh bien, justement, plus cette amplitude, on va dire, va être grande, plus ça va être compliqué de rester connecté à la balle et connecté au sol. Qu'est-ce que je veux dire par connecté à la balle? Eh bien, de rester, on va dire, à la même distance par rapport à elle, sans se décaler, sans monter, sans descendre, etc., etc. On va voir ces erreurs concrètement, là, juste maintenant. Et puis, la deuxième chose, la connexion, ce que j'appelle la connexion au sol, c'est quoi? C'est l'équilibre. Il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau va, en priorité, gérer notre survie avant d'essayer de toucher correctement notre balle. Ça veut dire que quand, pendant notre swing, on se déséquilibre, son seul objectif va être de nous faire retrouver notre équilibre, même si on rate la balle, hein, c'est pas son souci. Son souci, c'est que notre tête ne vienne pas heurter le sol, même si on joue sur de l'herbe. On va dire, le réflexe automatique dès qu'on se déséquilibre, c'est de se rééquilibrer. Moralité, eh bien, si on commet ces deux erreurs-là, on se déconnecte de la balle, on se déconnecte du sol, eh bien forcément, on va avoir trois symptômes qui vont arriver directement. Ça va être quoi? Le premier, ça va être un contact aléatoire. On va avoir du mal à centrer de façon répétitive ces balles. Une fois, on va être capable de la taper en plein milieu de la face, et la balle d'après, de carrément toper, gratter, taper sur la pointe, taper sur le talon, bref, pas là où on veut. Le deuxième symptôme, c'est qu'on va pas réussir à faire des distances suffisantes. Si vous manquez de distance, la probabilité que votre pivot soit mal exécuté est très grande. Et enfin, le troisième symptôme, c'est, on va dire, un éventail au niveau de la dispersion, c'est-à-dire des coups qui arrosent un petit peu à droite à gauche. Si cet éventail est trop grand, si vous perdez beaucoup de balles, si vous ratez beaucoup de greens alors que vous n'avez pas un club forcément difficile à jouer dans les mains, eh bien là aussi, il est probable que ça vienne d'un mauvais pivot. Ce que je propose, c'est de voir justement, de commencer par ces 5 erreurs, et juste après, on va voir comment les corriger. Alors, je vous propose de commencer par la première erreur. Cette première erreur, ça va être un décalage par rapport à la balle. Je vous parlais de connexion par rapport à la balle. Eh bien, cette connexion par rapport à la balle, le but du jeu est de rester, bien sûr, le plus possible en face d'elle et de limiter les décalages à droite ou à gauche, que ce soit à la montée, ici, vers la droite, si vous êtes un droitier, ou que ce soit à la traversée, puisqu'on parle peu de ça, parce on sait qu'il faut transférer à la descente. Ce transfert, il va être différent d'une personne à l'autre, j'y reviendrai. Mais l'esprit, c'est que par exemple, si vous jouez un driver et que vous faites trop de transferts, votre colonne vertébrale, votre axe dépasse la balle, et là vous arrivez avec l'impossibilité de taper la balle en remontant, et avec une face qui arrive forcément ouverte, avec du slice, des balles qui sont tapées sur la pointe ou des chandelles. Et on parle très peu souvent de ce décalage vers la gauche. On parle beaucoup du sway, mais le sway, c'est en montant, c'est un décalage des hanches. Donc on peut effectivement se décaler par rapport à la balle avec le bas du corps, ce qui va créer un mauvais pivot du corps avec ce décalage-là. On peut se décaler, ça c'est mon défaut assez naturel, on peut se décaler avec le haut du corps, donc la tête qui se décale, ou on peut carrément se décaler avec tout le corps, c'est-à-dire tout l'axe, pas spécialement s'incliner dans un sens ou dans l'autre, mais se décaler comme ceci. C'est moins grave, entre guillemets, au niveau, on va dire, de l'angle d'attaque. Par contre, même si on la tapera forcément un peu plus en remontant, par contre, la problématique, c'est qu'il va falloir avoir un super timing pour revenir pile au même endroit. Donc voilà la première erreur, vous avez compris, c'est bouger latéralement par rapport à la balle. Ça, c'est vraiment classique. Une autre erreur classique, la deuxième, consiste à avoir des variations d'avant en arrière. Ces variations d'avant en arrière consistent, bien souvent, ce qu'on peut observer, c'est un poids qui va trop sur les talons en montant, ou à l'inverse, un poids qui va trop sur l'avant. Si vous regardez ma tête,
quand je monte ici, elle se rapproche de la balle, et quand je monte ici, elle s'éloigne de la balle. Ça peut être pareil dans la traversée, il y a des gens qui vont partir en avant, hop, se déséquilibrer. Forcément, toutes ces erreurs-là, avant-arrière, de décalage, vont provoquer des fautes de contact, exactement comme dans la première erreur qui consistait à se balader latéralement. La troisième erreur consiste à faire ce qu'on appelle l'ascenseur, c'est-à-dire avoir une variation trop importante au bas. Alors, cette variation, je mets une petite parenthèse, elle existe, d'accord? Vous avez des joueurs comme Molinari, comme Tiger Woods, comme Rory McIlroy, comme Manassero, qui ont tendance à, ici, pomper lorsqu'ils descendent. Simplement, ils restent dans, on va dire, dans une amplitude au bas qui est complètement gérable. Lorsque on a, on va dire, et ça on le voit beaucoup chez les débutants, hop, si vous avez des amis qui débutent le golf, vous allez le voir très facilement, ils vont automatiquement se redresser complètement par rapport à la balle, ou au contraire, d'autres vont complètement se baisser, notamment en frappant. Donc, vous voyez l'idée, c'est que ces variations au bas vont elles aussi amener forcément à des contacts aléatoires. Ça, c'est les trois premières erreurs. La quatrième erreur, c'est ce que j'appelle la surrotation ou la sous-rotation. La sous-rotation, je vous en reparlerai après dans mes exemples. La sous-rotation, c'est classique, souvent manque de souplesse ou souvent mauvaise conception, c'est ce que j'avais moi. Eh bien, la sous-rotation, c'est se retrouver au sommet du backswing avec un tronc qui n'a pas tourné le dos à la cible, qui n'est pas à 90 degrés. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut taper loin et correctement les longs clubs? Ça devient plus compliqué. Si vous avez, on va dire, des fibres musculaires rapides, avec une sous-rotation, vous pouvez vous en tirer. Si vous avez un swing assez plat avec une sous-rotation, vous pouvez vous en tirer. Mais la majeure partie du temps, ça va amener des coups avec une sous-rotation qui vont être trop directs, avec un angle d'attaque trop descendant et avec une perte de puissance. Donc des balles complètement à gauche, des divots profonds, etc. Vous avez donc la sous-rotation, pas suffisamment de pivot. Dans le même, je l'ai mis dans le même thème, ça va être la sur-rotation. Là, on va avoir des gens qui vont aller trop loin. Vous connaissez le fameux overswing, mais l'overswing, souvent, il est parce que les bras se plient, d'accord? Mais certains golfeurs le font parce que le corps lâche, notamment avec, vous voyez, le pied droit qui se soulève, carrément, l'intérieur du pied se soulève, il n'y a aucune résistance. Du coup, parce que si on remet de la résistance, hop, il n'y a plus d'overswing. Mais là, comme il n'y a pas cette résistance en bas, on est dans ce qu'on appelle la surrotation. Donc sous-rotation et surrotation. Ça, c'est le quatrième défaut que je peux observer le plus souvent. Et le cinquième, je vais prendre ici un manche à balai pour vous le montrer. Le cinquième, c'est ce qu'on appelle le plan des épaules, c'est-à-dire dans quelle inclinaison vos épaules vont tourner. Le plan des épaules, il va dépendre la plupart du temps de l'inclinaison de votre colonne vertébrale. Ça va varier suivant les préférences des joueurs, mais ça va varier aussi suivant votre morphologie, c'est-à-dire la taille de votre buste et de vos jambes, ainsi que la taille de vos bras. Si vous avez des petits bras, d'accord, et des très grandes jambes, forcément vous allez devoir vous pencher énormément. Si vous avez des grands bras, d'accord, et des petites jambes, vous allez devoir vous redresser. Enfin bref, vous voyez l'esprit, c'est que en fonction de la morphologie, on va avoir une inclinaison de la colonne vertébrale qui va être différente d'une personne à l'autre. Et ça induit quoi, cette position de colonne vertébrale? Ça induit ensuite un plan d'épaule. Donc il n'y a pas un plan d'épaule, comme toujours, qui va être idéal hein, pour tout le monde. C'est un plan d'épaule qui va être adapté, qui va être en général perpendiculaire à votre colonne vertébrale. Seulement, il y a une notion de ce qu'on appelle de rotation ou de translation qui va amener certains joueurs à pivoter un petit peu plus verticalement les épaules et d'autres à pivoter les épaules plus horizontalement dans la sensation, d'accord? C'est lié à la préférence aérien-terrien, j'y reviendrai juste après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont vous allez pivoter vos épaules va avoir un impact direct sur la hauteur de frappe. Regardez par exemple, si je tourne vraiment trop horizontalement mes épaules, j'aurai tendance à frapper au-dessus de la balle. Si je tourne verticalement mes épaules, j'aurai tendance à frapper plutôt dans le sol. Et c'est là où, donc cinquième erreur, le plan des épaules. Je reviendrai sur les 5 erreurs juste après, mais c'est là où je reviens au début de la vidéo où je vous disais le pivot
le pivot du corps, c'est un élément essentiel dans le swing puisque nos bras sont attachés aux épaules. Donc fatalement, la manière dont on va pivoter, pivoter le corps va avoir une incidence directe sur où vont aller mes bras. Et donc sur la qualité de l'impact que vous allez obtenir. Donc je vous propose de récapituler juste avant de vous montrer comment corriger tout ça. Je vous propose de récapituler. Première erreur, je me déplace latéralement. Deuxième erreur, par rapport à la balle, je me déplace vers l'avant ou vers l'arrière pendant que je fais ma rotation. Troisième erreur, je me déplace, cette fois-ci, de haut en bas. D'accord ? Je fais ce qu'on appelle l'ascenseur. Quatrième erreur, ça va être la sous-rotation, c'est-à-dire que ma rotation ici est insuffisante. Je vais en reparler juste après. Ou au contraire, la sur-rotation, ma rotation est trop importante. Ça peut être aussi la même chose au finish. Je peux avoir des joueurs qui vont faire une sur-rotation au finish, complètement s'en aller avec leur balle, etc. Il y a même un pro asiatique qui fait ça, qui joue plutôt pas mal en le faisant d'ailleurs. On joue parfois très bien avec des défauts, c'est une question on va dire d'équilibre entre les défauts et les compensations. Petite parenthèse, Jim Hardy, un coach américain, expliquait que un joueur professionnel dealait souvent avec 2 ou 3 défauts et 2 ou 3 compensations, alors qu'un bogey player va dealer avec 7 ou 8 erreurs et 7 ou 8 compensations, ce qui explique, on va dire, qu'un swing de bogey player se dérègle plus rapidement que celui d'un pro. Bref, c'était la parenthèse. Voilà pour ces 5 erreurs dans le swing. Alors maintenant, comment les corriger concrètement? Eh bien, ce que j'ai fait pendant des années en tant que coach, puisque j'enseigne le golf depuis 1992, en tout cas de manière professionnelle, j'étais adolescent, je donnais déjà plein de conseils pendant les parties que je partageais avec des gens très sympathiques au golf de Guinlette à Eauze, pour ceux qui connaissent, dans le Gers. Et bref, donc j'ai goûté à l'enseignement déjà en tant que, on va dire, amateur et plaisir de donner des conseils, mais de façon professionnelle depuis 1992, et forcément, quand vous avez quelqu'un qui fait un défaut, par exemple le mien, qui consiste à se déplacer ici vers la droite, ce qu'on va faire classiquement, c'est que je me mettais face au joueur, je mettais un club ici au niveau, juste au-dessus de l'oreille, et le joueur devait monter en conservant la sensation de toucher le club, tac, en permanence. S'il se décalait, hop, on perdait le contact. Et vous voyez même souvent des joueurs pros avec leur caddie faire cet exercice. Donc souvent c'est ça, ce sont des exercices pour donner la sensation juste si quelqu'un pivote, comment dire, les épaules par exemple, de façon trop verticale, c'était le dernier défaut, le plan des épaules. On va lui faire taper des balles, soit sur un tee très haut, soit sur une pente montante, pour qu'il s'habitue à tourner ses épaules dans un plan plus horizontal. Vous voyez l'esprit? C'est des exercices pour donner des sensations qui vont amener vers un pivot plus juste. Sauf que la problématique, c'est que quand vous n'êtes plus là à tenir la tête du joueur, enfin à mettre quelque chose sur la tête du joueur, etc., quand vous êtes sur le parcours, ça devient plus compliqué. En réalité, corriger de cette façon-là, c'est beaucoup plus long. Alors ça marche, on arrive à mieux taper forcément sur le moment quand on est au practice, mais une fois qu'on est sur le parcours, c'est beaucoup plus long à corriger. Et justement, ce que j'aimerais vous partager maintenant, c'est ce que j'ai découvert pour réussir à corriger plus rapidement et plus facilement ces 5 erreurs, les 5 erreurs qu'on vient de voir. Alors, quelle est la solution encore plus efficace et plus rapide que d'effectuer des exercices pour contrer, on va dire, ces erreurs et lutter contre ces erreurs? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir des intentions au moment de jouer, ce qu'on appelle des clés de swing, d'accord? Eh bien, ces clés de swing, elles doivent être adaptées à notre fonctionnement naturel. Ce fonctionnement naturel dépend de nos préférences, des préférences motrices. Ces préférences, elles sont innées et en les additionnant les unes aux autres, on obtient un profil de coordination inné. Ce profil de coordination vous emmène automatiquement sur un système de swing qui va être adapté ou non à, justement, votre profil de coordination inné. Clairement, si vous avez des intentions qui sont alignées avec votre fonctionnement naturel, votre pivot va se réaliser comme par magie de la bonne façon. C'est-à-dire que le défaut, entre guillemets, le défaut disparaît parce que vous avez une intention qui est juste. Et une intention juste,
je prends le temps vraiment je vous parle lentement pour que vous compreniez bien le truc, une intention qui est juste n'est pas une intention qui correspond au swing de Tiger Woods, par exemple. Moi, si j'essaie de faire le swing de Tiger Woods, j'aurai des intentions qui seront fausses par rapport à mon mécanisme et qui me feront aboutir à un mauvais résultat, donc à des défauts. Mais laissez-moi vous montrer ça, c'est toujours mieux de montrer que d'expliquer. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors pour illustrer ça, j'aimerais vous proposer deux exemples vécus, un sur mon cas personnel et un avec un élève. Alors, dans les années 90, si vous jouez déjà au golf depuis un moment comme moi, dans les années 90-2000, il y avait un grand concept qui était à la mode, qui était ce qu'on appelait le facteur X. Le facteur X consistait à essayer d'avoir le maximum de différentiel entre la rotation du haut du corps et du bas du corps pour aller vers, le principe de l'étirement musculaire maximal pour ensuite le relâcher, d'accord? Vous avez peut-être détendre l'élastique, vous avez peut-être dû entendre. Dans les années 90, c'était vraiment très très à la mode. Donc forcément, étant passionné, étant déjà enseignant, parce que j'ai commencé à enseigner le golf professionnellement en 92, eh bien j'étais à l'affût de tout ce qui pouvait se faire en termes de bouquins, de DVD à l'époque. Je me demande si c'était même pas les cassettes VHS dans les années 90. Et l'esprit, c'est que moi aussi, j'essayais de faire le facteur X. J'essayais de garder mon bas du corps complètement fixe et j'essayais de tourner. Sauf que j'étais pas du tout au courant à l'époque que j'étais avec une préférence associée. Une préférence associée, ça veut dire que, j'ai besoin pour me coordonner de faire fonctionner le bas et le haut en même temps. Et donc, en allant vers ce mécanisme de dissociation, donc au bas, je perdais complètement ma coordination. Je me suis blessé au dos 3 fois, j'ai dû arrêter en pleine compétition parce que je me suis bloqué le dos. Et en plus, ça crée un défaut tout simplement qui est le quatrième dont je vous ai parlé juste avant, la sous-rotation. J'avais pas la souplesse étant associée pour arriver à tourner mes épaules à 90 degrés sans bouger mon bassin. Et moralité, ça donnait quoi? Ça donnait un swing beaucoup trop raccourci, ça donnait un swing beaucoup trop direct qui faisait des balles en poule, des niveaux trop profonds et des balles avec beaucoup trop d'effets rétro. Donc des drives qui ne roulaient pas suffisamment. Je ne comprenais pas pourquoi, avec mes fers, je tapais assez loin, malgré la sous-rotation, j'avais quand même une bonne accélération, j'étais jeune, mais j'avais beaucoup, sur les drives, mes balles ne roulaient pas du tout. Et bien bref, une fois que j'ai commencé, et que j'ai compris, et que je me suis autorisé à bouger mon bassin autant que mes épaules, ça a tout débloqué. Autre erreur erreur de pivot qui peut être amenée par une mauvaise conception. Un élève classé 4, donc il jouait plutôt pas mal, mais il avait cette conception de pivoter, d'accord, de pivoter les épaules, ce que beaucoup de golfeurs ont, cherché à tourner les épaules. Sauf que quand on est terrien, on n'est pas un rotateur, on est un translateur. Ça veut dire que l'épaule gauche doit fonctionner beaucoup plus vers le genou droit. Ça induit quoi? Ça induit un pivot des épaules qui n'est pas du tout dans le même plan, en tout cas pas dans le plan d'une rotation. Et du coup, son défaut majeur, lorsque je le filmais à chaque fois, on pouvait observer que quand il montait, sa tête se décalait de 10-15 cm vers la droite. À partir du moment où j'ai commencé à lui expliquer la notion de translation et qu'il est venu baisser son épaule gauche sous le menton, comme par magie, poum, son axe est resté parfaitement en place et en 3 mois, il est descendu de 4 à 0. Alors, ça ne va pas toujours aussi vite, rassurez-vous, mais l'esprit c'est que je veux vous montrer par ces deux exemples concrets que parfois, et même souvent, en fait on arrive à des défauts juste parce qu'on a une intention, une conception de ce que l'on doit faire qui est tout simplement fausse. Pas fausse dans l'esprit de ça n'existe pas et c'est pas comme ça qu'il faut faire, fausse dans le sens où elle n'est pas adaptée à votre façon de bouger. J'y reviens tout de suite. Donc vous avez compris, le simple fait d'avoir une intention, une conception du swing qui ne correspond pas à votre système de swing naturel va vous amener à faire un mauvais pivot. Et en fait, la clé, c'est justement de réussir à trouver ce que j'appelle votre pivot authentique. Ce pivot authentique, c'est la manière de tourner votre corps qui vous permettra de rester à la fois connecté à la balle pendant tout votre swing et à la fois connecté au sol. Comme je vous disais en début de vidéo, cette connexion au sol, c'est la notion d'équilibre permanent pendant tout le swing. À partir de là, si vous connaissez, on va dire, les ingrédients de votre pivot authentique et si vous avez des intentions qui correspondent à ce pivot authentique, tout rentre dans l'ordre et tout se met en place. Alors,
comment, la question qui suit, c'est comment réussir à savoir quel est votre pivot authentique. Et c'est là que j'entre en lice. J'entre en lice pourquoi? Parce que je me suis formé pendant des années, maintenant j'ai commencé en 2009, au fonctionnement naturel du corps qu'on appelle les préférences motrices ou les préférences naturelles. Et je creuse, je suis passionné par ça, le sujet depuis maintenant des années. Et comme je vous disais en début de vidéo, la manière dont vous allez pivoter votre corps va avoir une incidence énorme sur votre jeu. Et comme je vous disais juste avant, la nature des intentions que vous allez avoir va soit vous amener sur un pivot juste, votre pivot authentique, soit vous en éloigner. Et l'esprit, c'est que pour vous aider, eh bien, je vous ai mis en place tout un programme dans lequel je vais vous aider, à trouver votre profil de coordination inné, parce que c'est le point de départ. Pour pouvoir aller vers votre pivot authentique, il faut connaître vos préférences, à savoir si vous êtes un aérien ou un terrien, à savoir si vous êtes un joueur latéralisé à droite ou à gauche, on va parler notamment de jambes d'extension et de flexion, et à savoir si vous êtes un joueur associé et dissocié. Avec ces trois paramètres, eh bien, on va pouvoir déjà identifier le meilleur système de swing, celui qui vous convient. À partir de là, l'étape numéro 2 va consister à prendre la posture, votre posture authentique, c'est-à-dire vous mettre dans la position qui va favoriser, qui va permettre justement au pivot authentique de se réaliser. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est de comprendre quelles sont les bonnes intentions à avoir. Il y en a 6. Quelles sont les bonnes intentions, il y en a 5, pardon, quelles sont les 5 bonnes intentions à avoir, pas en même temps, je vous en reparle après, pour arriver à faire le bon démarrage. C'est crucial puisque le swing est une réaction en chaîne, c'est-à-dire que la manière dont vous allez démarrer votre swing va influencer l'enchaînement derrière, toute la séquence du geste. Moralité, cette troisième étape donc du démarrage authentique, elle est essentielle. Ensuite, il y a une autre étape qui va être le déclenchement de la descente. Là aussi, on a 5 intentions qui peuvent vous emmener vers le déclenchement de la descente qui vous correspond, puisque certains profils doivent démarrer leur premier mouvement. Souvent, on me demande, je démarre par quoi? Eh bien, certains profils vont démarrer par une chute, d'autres vont démarrer par un glissement. Alors que la plupart des golfeurs, eux, essaient de démarrer par une rotation. Surtout pas, malheureux, surtout pas. Donc, ce déclenchement-là, non seulement il est essentiel, puisque c'est lui qui va déterminer la manière dont vous allez vous retrouver à l'impact. Mais en plus, il est souvent mal compris. Il est mal compris parce qu'il y a plusieurs façons de descendre. Il y en a en réalité 4, en fonction justement de votre système de swing. Et ce système de swing, il va dépendre, comme je vous ai dit, de votre, de votre profil de coordination inné. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est la finition. Alors la finition, vous allez me dire, la balle est déjà partie. Oui, sauf que, depuis le début, je vous parle d'avoir les bonnes intentions. Et que quand on a l'intention de finir d'une certaine façon, ça va influencer la manière dont vous passez, dans la manière dont vous traversez la balle. Et donc ça influence directement le contact de balle, la direction de vos coups et la qualité de votre frappe. Donc c'est essentiel, c'est ultra, on va dire, bluffant. Lorsqu'on a la bonne intention au finish, ça améliore votre qualité de frappe. Donc, je récapitule, on a vu qu'il y a 5 étapes pour arriver à trouver votre pivot authentique. La première, c'est identifier les préférences qui comptent pour vous, pour définir quoi? Votre profil de coordination inné et bien sûr votre système de swing. Ensuite, trouver votre posture authentique, votre pivot authentique, votre démarrage authentique, votre déclenchement de descente authentique et votre finition authentique. Tout ça, tous ces éléments-là, j'ai répertorié 22 intentions. 22 intentions. Alors vous allez me dire, non mais Joël, je ne vais pas penser à 22 trucs en même temps pendant que je joue. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui votre pivot n'est pas encore réalisé de la bonne façon. Comment le savoir? Tout simplement en fonction des symptômes que je vous ai donnés en début de cette vidéo. Je les rappelle, contact aléatoire, un éventail en direction beaucoup trop important, vous perdez des balles, vous ratez les greens, etc. Ou alors un manque de puissance qui est anormal. Donc ça, c'est les 3 grands symptômes. Souvent, c'est à cause du pivot. Eh bien, l'esprit, c'est que forcément que dans ces 22 intentions, il va y avoir 3 à 7
de ces intentions qui vont avoir un impact immédiat, positif, sur votre frappe de balle. Si vous pensez, au moment de jouer, si vous pensez à l'une de ces intentions-là, je parle des 3 aux 7 majeurs pour vous sur les 22, eh bien automatiquement, vous tapez forcément mieux, vous stabilisez votre contact, vous réduisez votre éventail en direction et vous gagnez en longueur. C'est inévitable. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, eh bien, n'oubliez pas que je suis coach de golf, je vous parle de golf ici, mon site s'appelle moncoachdegolf.com et mon job, c'est de vous faire gagner du temps. Mon job, c'est de vous faire gagner du temps et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné, j'ai rassemblé ces 22 intentions. Ces 22 intentions qui ne sortent pas du chapeau, qui sortent de la correction des 5 erreurs qu'on a vues précédemment. Et juste par des intentions, pas des exercices qui vont vous faire contrer une erreur. Non, non. Juste, si je pense à quelque chose, ça a une incidence directe sur le résultat et sur ce que je produis. Et donc ces 22 intentions-là, je les ai, on va dire, classées en 5 modules. Et ces 5 modules, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire 1. Comment identifier votre profil de coordination et votre système de swing. Comment vous placer correctement devant la balle, la posture authentique, le démarrage authentique. Module 4, le déclenchement de la descente authentique. Et module 5, la finition authentique. À partir de là, je vous donne en fait dans chaque module une séance de mise en application des 5 ou 6 clés classées par thème, que je vous présente à chaque fois dans le module. Au début du module, je vous explique les liens de cause à effet. C'est-à-dire que c'est essentiel de comprendre l'intention que vous allez avoir, l'impact qu'elle va avoir sur votre frappe de balle. Comme ça, vous pouvez, en fonction de l'intention que vous avez, analyser ce qui se passe. Si vous faites tout au pif sans savoir ce qui se passe, et c'est peut-être le cas aujourd'hui, peut-être que vous ne comprenez pas les liens de cause à effet, dans ce cas-là, forcément, c'est impossible de stabiliser quoi que ce soit. Donc là, je vais vous expliquer à chaque fois, comment dire, l'utilité et on va dire l'impact, le lien de cause à effet comme je vous disais, de l'intention que vous allez avoir sur votre frappe de balle. Ce qui veut dire qu'en la mettant en application, vous allez tout de suite comprendre si ça a un intérêt pour vous ou pas. C'est-à-dire que forcément sur les 22 intentions, il y en a déjà qui sont justes chez vous, hein. Sinon vous ne toucheriez pas la balle, vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, il y a déjà des choses que vous faites bien, quel que soit votre niveau, d'accord ? Plus votre niveau est bon, plus il y a de chances que, on va dire, vous cochiez les cases. Il en reste peut-être que 3, 4, 5. Et plus votre niveau est, on va dire, est haut, on va dire, en classement, eh bien, plus il y a de cases à cocher. Donc, vous voyez l'idée. Mais l'esprit, c'est que je vous montre comment passer au travers de ces 22 intentions, une à la fois, évidemment, et c'est pour ça que j'en ai mis 5 ou 6 par séance. C'est-à-dire qu'en 3 quarts d'heure, vous allez pouvoir tester 5 ou 6 en fonction du thème de la séance, par exemple le déclenchement de la descente. Pendant 45 minutes, vous allez vous concentrer sur votre descente, mais pas sur les 6 à la fois. Vous allez avoir une intention en descendant. Tiens, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tiens, quand je me décale, par exemple, de 10 cm, qu'est-ce qui se passe? Tiens, quand je vais plutôt vers mon talon ou vers ma pointe, qu'est-ce qui se passe? Bref, vous voyez l'idée? Eh bien ça, je vous explique comment faire avec des séances qui sont personnalisé, c'est-à-dire que chaque profil, aérien à droite, aérien à gauche, terrien à droite, terrien à gauche, il y a une séance pour vous, et à partir de là, vous savez quoi faire exactement dans les 4 étapes, parce que ce qui est important à comprendre, c'est que la posture authentique, c'est, on va dire, une phase que vous pouvez contrôler dans votre posture, puisque là, vous ne jouez pas. Le démarrage, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Le déclenchement de la descente, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. La finition, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, en tout cas dans l'intention. Si vous essayez d'avoir une intention au milieu de ces 4 phases, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance parce que vous êtes en plein dans la dynamique. Alors que quand, par exemple, dans le changement de direction, là, il y a une notion, presque pas de temps d'arrêt, je vous en reparlerai parce que tout le monde ne doit pas faire de temps d'arrêt, et bien là, vous pouvez penser à quelque chose. Mais si c'est en plein milieu de la descente ou à l'impact, etc., ça va trop vite, c'est pas jouable. Donc tout ça, je vous l'explique en détail, je vous guide pas à pas dans une formation, une nouvelle formation que j'ai appelée « Votre pivot authentique ». Cette formation, elle est disponible juste en dessous. Et ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Il y a actuellement une offre irrésistible dans laquelle vous allez faire des économies et en plus découvrir votre pivot authentique rapidement, puisque, allez, entre maximum 3 heures, 3 heures et demie, vous aurez pu faire les 4 séances d'entraînement. Ne les faites pas à la suite, prenez le temps parce qu'il y a beaucoup d'infos.
Et le but, vous verrez, je vous l'expliquerai dans la conclusion de ce programme, c'est qu'ensuite, il va falloir prioriser les intentions, c'est-à-dire sélectionner les intentions qui ont le mieux marché dans vos 4 séances de practice pour les travailler, ne travailler uniquement que ces intentions-là et les travailler une à la fois. Tout ça, je vous l'explique, ne vous inquiétez pas, dans la conclusion du programme. Pour le rejoindre, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous ou alors sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube et vous allez atterrir sur, tout simplement sur le bon de commande si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes déjà sur mon site, vous allez atterrir sur le bon de commande. Et si vous êtes sur YouTube, pardon, je pense que je me suis trompé en disant, vous allez atterrir sur la page de description de cette formation. Et à partir de là, il vous suffit de rejoindre le programme et on se retrouve directement dans le module 1. Le module 1, je vous le rappelle, qui est dédié à quoi? À l'identification de vos préférences. Je vous y explique ce qu'est une préférence, à quoi ça sert, pourquoi c'est essentiel de les respecter. Ensuite, je vous donne les tests à faire et ensuite, je vous donne votre profil. Quel est votre profil? Et puis, je vous explique votre système de swing, celui qui va vous correspondre. C'est essentiel de commencer par ce module-là puisque dès le module 2, on va commencer à avoir des séances personnalisées en fonction de votre système de swing et de votre profil de coordination inné. Je vous dis à tout de suite, jetez un œil juste en dessous. Profitez de la promo si elle est encore valide au moment où vous regardez cette vidéo. A tout de suite!